le 22 mars 2025. Quelque part au-dessus de la mer Rouge, sous un ciel d'azur, un F-6 Fighting Falcon de l'US Air Force effectue sa patrouille de routine. L'altitude est standard et rien ne semble anormal. Soudain, une alarme retentit. Les voyants d'alerte sur l'écran clignotent en rouge, signalant que le F-6 est verrouillé par un radar ennemi. Le pilote réagit instantanément, tirant violemment sur les commandes, faisant virer l'appareil brusquement vers la droite, tout en déployant des leurres thermiques. Les contre-mesures électroniques s'activent immédiatement. Quelque chose fonce à toute vitesse vers le F-6, c'est un missile Seyad à guidage infrarouge, qui vient d'être lancé depuis un territoire contrôlé par les forces houthis au Yémen. Le F-6 descend immédiatement en altitude, poussant ses moteurs à pleine puissance pour gagner du temps. Derrière lui, l'escadrille de A-18 Gaygrowler commence à brouiller les radars, illuminant le spectre des fréquences. Au-dessus, un E-2D Hawkeye effectue des cercles de surveillance, transmettant des renseignements au porte-avions mer. À cet instant précis, sur le pont du porte-avions USS Eisenhower, les officiers suivent attentivement l'évolution de la situation pour trouver une solution pour le pilote du F-6. Le missile Seyad ajuste continuellement sa trajectoire, suivant la signature thermique des moteurs du F-6. 30 secondes avant l'impact, le pilote exécute une manœuvre brutale à 9G, faisant gémir la structure de l'appareil sous l'énorme pression. Permettez-moi d'expliquer brièvement la force G. La force G, ou accélération gravitationnelle, est un concept crucial dans l'aviation, particulièrement pour les pilotes de chasseurs. Lorsqu'un avion change brusquement de vitesse ou de direction, les pilotes peuvent subir des forces G élevées. Une force de 1 G équivaut au poids normal du corps sur Terre, mais lorsque cette force augmente, comme dans le cas d'une force de 9 G, le poids ressenti est multiplié par 9. La force 9 G peut repousser le sang hors du cerveau, provoquant une perte de conscience temporaire, et exercer une pression intense sur le corps, causant des difficultés respiratoires et une douleur extrême. Pour se protéger, les pilotes sont équipés de combinaisons anti-G et sont entraînés à résister aux forces G grâce à des techniques spéciales de respiration et de contraction musculaire. L'exposition à des forces G élevées peut entraîner des problèmes de santé à long terme, comme des lésions permanentes à la colonne vertébrale et au système circulatoire. Par conséquent, supporter une force de 9G exige des pilotes une condition physique exceptionnelle, des compétences supérieures et dépend largement de l'équipement de protection moderne. Revenons à l'action principale. Pendant la manœuvre de l'avion, le pilote déploie simultanément un chapelet de leurre thermique depuis l'arrière de l'appareil, trompant ainsi le système de guidage du missile en approche. Pour ceux qui ne le savent pas, les leurres thermiques, ou FLAR, sont des dispositifs de défense essentiels équipant les avions de combat modernes comme le F-6, conçus pour leurrer les missiles à guidage infrarouge. Ces leurres sont généralement composés de matériaux hautement combustibles, produisant une intense chaleur, comme le magnésium ou d'autres composés pyrotechniques. Lorsqu'un missile verrouille l'avion, le système de défense détecte la menace et déclenche automatiquement le largage des leurres thermiques. Ces derniers sont éjectés depuis des tubes lanceurs fixés sur le fuselage ou les ailes de l'appareil et s'enflamment instantanément, créant une source de chaleur égale ou supérieure à celle des réacteurs de l'avion. Cette action force le missile à se diriger vers le leurre plutôt que vers l'avion. Pendant que le missile est trompé, le pilote doit immédiatement manœuvrer pour éviter l'explosion qui survient lorsque le missile frappe le leurre thermique. Boum! Le missile Seyad percute le leurre thermique, explosant inoffensivement dans les airs, permettant au F-6 de s'échapper en toute sécurité. Au cours des dernières semaines, la situation en mer Rouge s'est intensifiée, tant au sens propre que figuré. Les navires commerciaux ont dû modifier leurs itinéraires. Les destroyers américains ont maintenu des patrouilles constantes et les forces houthis sont devenues de plus en plus audacieuses et téméraires. Ce n'était pas leur première tentative de ce genre. Quelques jours auparavant, un drone MQ-9 Reaper américain avait été abattu au large des côtes du Yémen, sans même avoir eu la chance de riposter. Les Houthis se sont empressés de célébrer leur victoire sur Telegram, partageant une vidéo montrant les débris enflammés du MQ-9 tombant dans la mer. Cet incident semblait avoir renforcé leur confiance, les amenant à croire que abattre un drone ou attaquer un avion de chasse revenait au même, mais ils se sont trompés lourdement dans leur évaluation. Les États-Unis ont immédiatement émis une alerte de danger. Les groupes de porte-avions ont rapidement réajusté leur formation. Les systèmes Aegis sur les destroyers fonctionnaient à pleine capacité. Tout était prêt pour riposter à l'attaque récente contre le F-6. En réalité, ce F-6 n'effectuait pas une simple patrouille de routine. Il faisait partie d'un vaste réseau de renseignement, surveillance et reconnaissance, ISR, conçu pour détecter les activités de missiles le long des côtes yéménites. Ce que le pilote lui-même ignorait à ce moment-là, c'est qu'il servait de pion dans un dangereux jeu d'appât et de pièges.
Il était devenu, sans le savoir, un élément clé dans une stratégie militaire complexe et risquée. Ces dernières semaines, le Pentagone a discrètement autorisé un changement dans les règles d'engagement. Il n'est plus question d'attendre d'être attaqué en premier. Si les radars détectent une menace visant un avion américain, elle sera considérée comme hostile et sera détruite. Dans ce cas précis, la batterie de missiles Houthi a commis une erreur fatale. Elle est restée active assez longtemps pour être détectée, a tiré un missile et est demeurée sur position quelques minutes supplémentaires. Ce serait sa dernière erreur, car il n'y aurait pas de prochaine fois. À bord de l'USS Eisenhower, le rapport du pilote a été reçu, analysé et transformé en données de ciblage. Signature thermique, trajectoire du missile, coordonnées GPS, tout a été traité en temps réel. Le compte à rebours pour les représailles avait commencé. À 28 000 pieds d'altitude, le F-6 poursuivait sa route vers l'ouest, longeant la frontière de l'espace aérien yéménite. Le pilote venait à peine de se stabiliser après sa manœuvre d'évitement lorsque le récepteur d'alerte radar, RWR, retentit à nouveau. Un nouveau signal, provenant d'un angle différent. Le premier missile avait manqué sa cible, mais le danger n'était pas écarté. Cette fois-ci, ce n'était pas un signal isolé, mais une série. Plusieurs signaux radars de verrouillage se chevauchaient, arrivant en rafale. Le système ANALR-69AV du F-6 avertit dans le casque. Missile SA-6 verrouillé. Un système SA-6 ? C'était un système de défense aérienne de moyenne portée datant de la guerre froide soviétique. Les forces Houthis étaient connues pour utiliser des variantes ou des copies de cette technologie fournie par l'Iran, probablement le système Sayad, amélioré avec de meilleurs capteurs et des lanceurs mobiles. Leur point faible résidait dans leur déploiement lent et leur repli encore plus lent, mais une fois opérationnels, ils étaient extrêmement dangereux. Et maintenant, ils avaient verrouillé le F-6. La main gauche du pilote serra la manette des gaz, poussant le réacteur à sa puissance maximale. Sa main droite bascula les systèmes de contre-mesure, se préparant à déployer une nouvelle salve de leur thermique. Derrière lui, le jet de gaz du réacteur brillait d'un rouge intense dans le ciel, une cible infrarouge parfaite. Le signal de détresse fut immédiatement transmis au centre de commandement. Dans les airs, un EA-18 Growler de l'escadron VAC 140 The Patriots commença ses opérations de brouillage. Des ondes électromagnétiques invisibles inondèrent l'espace, perturbant les systèmes radars des Houthis, créant une brève fenêtre d'opportunité pour le F-6. Le pilote plongea son appareil, descendant à une vitesse vertigineuse. La force G le plaqua contre son siège, le sang affluant vers le bas, réduisant instantanément son champ de vision. Mais le pilote maintint fermement sa trajectoire, conservant sa haute vitesse tout en effectuant des manœuvres d'évitement. Les leurres thermiques se déployèrent à nouveau en gerbes, tels des feux d'artifice. Le pilote inclina à nouveau ses ailes, puis tira brutalement sur le manche pour exécuter un demi-tonneau à près de 700 nœuds, évitant de justesse l'un des missiles SM-6 qui fonçait vers lui. Il passa à seulement 200 pieds, suffisamment proche pour secouer violemment le cockpit, mais heureusement sans faire mouche. Et ce que les combattants Houthis ignoraient complètement, c'est qu'ils étaient sous surveillance constante depuis un certain temps. À près de 60 000 pieds d'altitude, un drone MQ-4C Triton de la marine américaine effectuait silencieusement des orbites dans un vaste corridor ISR. Bien que non armé, sa mission était l'observation, et ses yeux électroniques ne manquaient rien. Les signatures thermiques au sol, les émissions électromagnétiques et les coordonnées précises des sites de lancement étaient transmises en temps réel au commandement central, CENTCOM, et au centre d'information de combat, CIC, à bord du Kumman, porte-avions USS Dwight D. Eisenhower. L'engagement aérien n'a duré que 2 minutes, mais le nettoyage qui suivrait prendrait des heures. Alors que le pilote du F-6 regagnait la zone sécurisée au-dessus de la mer Rouge, 2 autres avions rejoignirent l'opération. D'abord, un second F-6 du 421e escadron de chasse décolla pour l'escorter, balayant le ciel à la recherche de nouvelles menaces. Puis, l'ordre du commandement résonna. Engagement confirmé, données cibles verrouillées, maintenez position, aéronef en approche. En d'autres termes, la contre-attaque pouvait commencer. Mais avant que les avions de combat ne décollent, la marine avait déjà lancé l'offensive. Dans les profondeurs d'un destroyer de classe Harley Burke opérant à proximité, les trappes du système de lancement vertical, VLS, s'ouvraient. À l'intérieur se trouvaient des missiles de croisière Tomahawk à guidage de précision, à longue portée, prêts à être lancés instantanément. L'ordre de tir fut donné moins de 5 minutes après la fin de la menace missile contre le F-6. Cible alpha, lancement missile 1, trajectoire confirmée. Un missile, puis 2, puis 4 s'élancèrent en rugissant vers le ciel. Leurs traînées de feu dessinaient silencieusement des arcs vers l'est, en direction des côtes yéménites.
Sur le pont du porte-avions USS Truman, ou possiblement l'Eisenhower selon le groupe de frappe en service, la phase 2 était prête. Les pilotes avaient reçu leur briefing, les armements étaient chargés, les avions de combat ravitaillés. Ce n'était pas une réaction improvisée dans l'urgence, c'était un plan minutieusement orchestré. Dès que le missile outil avait été lancé et avait échoué, les données recueillies avaient offert à la marine américaine une opportunité en or. Le site de lancement était confirmé, les signatures tactiques révélées. Dans la guerre moderne, c'est tout ce qu'il faut. La riposte n'était pas une simple réaction, elle était coordonnée, multidimensionnelle et dévastatrice. Pendant que les missiles Tomahawk volaient au ras des vagues, les avions décollaient successivement. D'abord, le E-2D Hawkeye, chargé de la surveillance électronique, prit son envol. Ensuite, une paire d'EA-18J Growler, plateforme de guerre électronique destinée à aveugler les radars et perturber les communications ennemies. Puis 4F, A-18 Super Hornet équipés de bombes guidées GBU-38 JDAM et de missiles anti-radiation AGM-88 ARM prirent leur envol. Les objectifs étaient clairement définis. Les sites de lancement de missiles constituaient la priorité principale. Le centre de commandement et de contrôle était classé en priorité secondaire, tandis que les véhicules radars mobiles, repérés par imagerie thermique des drones, représentaient la troisième priorité. Chaque Super Hornet à géométrie variable fut propulsé dans les airs par la catapulte. Lorsque l'escadron d'attaque approcha du littoral, les Growlers commencèrent leur mission. Ils émirent des brouillages à large bande, saturant le spectre des fréquences. Les artilleurs outis ne réalisèrent qu'ils étaient ciblés qu'au moment où la première explosion secoua la côte. Les missiles Tomahawk avaient déjà atteint leur cible. Les lanceurs de missiles et les systèmes radars volèrent en éclats et s'embrasèrent. Puis ce fut au tour des Super Hornets d'entrer en action. Depuis une altitude de 25 000 pieds, les bombes JDAM tombèrent silencieusement et avec précision. Les impacts se succédèrent. Les explosions secondaires confirmèrent la destruction totale des munitions, du carburant et probablement d'autres missiles dissimulés à proximité. Finalement, un missile AGM-88 ARM verrouilla la dernière émission radar provenant d'une station sur une colline, mettant un point final à l'opération. De retour dans le cockpit du F-6, il n'y eut aucune célébration, seulement une confirmation laconique. Cible neutralisée, frappe réussie. Retour à la base. Le ciel au-dessus de la mer Rouge retrouva son calme. Mais cette fois-ci, le silence transmettait un message sans équivoque. Si vous osez tirer sur un avion de combat américain, priez pour ne pas le manquer. Car si vous échouez, la riposte sera fatale. On dit souvent que la guerre moderne est rapide, mais ce cas-ci fut encore plus fulgurant. Ce fut une frappe de précision déclenchée quasi instantanément. Dès que le F-6 verrouilla la signature thermique du missile ennemi, avant même d'avoir eu le temps d'effectuer sa manœuvre d'évitement, la marine américaine disposait déjà de toutes les informations cruciales. Horodatage, données télémétriques, vecteurs de lancement, coordonnées GPS et signatures thermiques caractéristiques. La signature thermique est un terme qui désigne la quantité de chaleur émise par un objet, détectable par des dispositifs de capteurs infrarouges. Chaque objet, qu'il s'agisse d'humains, d'animaux ou de machines comme les moteurs d'avion et les missiles, émet un certain niveau de chaleur dû au mouvement des molécules internes. Dans le domaine militaire, la signature thermique revêt une importance capitale car elle permet d'identifier et de suivre des cibles grâce au système de détection infrarouge. Les systèmes de défense, tels que les leurres thermiques, sont conçus pour perturber la signature thermique de la cible principale, trompant ainsi les missiles ou les dispositifs de suivi, protégeant les aéronefs ou les véhicules contre les attaques. La gestion et la réduction de la signature thermique constituent un élément essentiel des tactiques de furtivité et de défense modernes. Le groupe aéronaval n'avait pas simplement été témoin de l'attaque, il connaissait précisément son origine, et cela avait tout changé. Pendant toute la durée de l'attaque, les avions Growler ont dominé l'espace électromagnétique. Ils ont brouillé toutes les fréquences connues des Houthis, perturbant leurs radars d'alerte précoce et créant des cibles fantômes sur leurs écrans. En d'autres termes, alors que les combattants Houthis tentaient de comprendre ce qui venait de les frapper, ils ne pouvaient même pas communiquer entre eux. Il ne restait que la peur, la fumée et des écrans radars vides. Les forces Houthis, et probablement leur soutien iranien, ont reçu une leçon amère. On peut avoir la chance d'abattre un drone lent, mais quand on essaie la même chose contre un F-6 ou un F, A-18 entièrement équipé, on signe son propre arrêt de mort. Cet aspect est crucial, car la guerre ne se limite pas aux armes, elle concerne aussi la perception. Les forces Houthis ont perdu du matériel, mais plus important encore, elles ont perdu la face. Leur jeu a été dévoilé, et les États-Unis, loin de simplement l'ignorer, les ont écrasés avec la fureur d'une puissance dominante.
Désormais, chaque opérateur radar outil devra réfléchir à 2 fois avant d'activer son équipement, se demandant si ce ne sera pas son dernier geste. Après l'attaque, le groupe aérien du porte-avions est passé en mode patrouille aérienne de combat, CAP, complet. Cela signifie qu'au moins 2 chasseurs entièrement armés patrouillent en permanence dans les airs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, prêts à réagir en quelques secondes. Les forces Houthis pensaient qu'elles pouvaient tirer sur un avion de combat américain en toute impunité. Elles se sont trompées, une erreur qui s'est avérée fatale. Non seulement elles ont perdu un missile, mais elles ont également perdu leur système de commandement, leurs équipements et plus crucial encore, leur initiative stratégique. Le moment est venu de nous dire au revoir. Nous espérons que le contenu d'aujourd'hui vous a apporté des informations intéressantes. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos passionnantes. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci beaucoup et rendez-vous demain à la même heure.